et bienvenue à la présentation sur les notions de base de l'impôt des particuliers. Avant de commencer, j'aimerais me présenter. Mon nom, c'est Julie Turgeon. Je suis planificateur financier à la CCIP depuis déjà 7 ans, mais dans le domaine des services financiers depuis 19 ans. J'ai obtenu mon bac en administration des affaires émis par l'Université Laval, ainsi que mon titre de planificateur financier émis par l'Institut québécois de planification financière, l'IQPF. La financière CCIP fait partie des services bien-être et moral des Forces armées canadiennes, au même titre que le CANEX, l'UISP, le Centre des familles militaires et PSP. Notre vision à la financière CCIP, c'est que tous les membres de la communauté des Forces armées canadiennes ainsi que leurs familles jouissent d'une santé et d'une sécurité financière. Maintenant, nous allons aborder le vif du sujet, les impôts. Donc, dans la présentation, nous allons parler, entre autres, des notions de base de l'impôt. Qu'est-ce qu'un revenu imposable? Comment l'impôt peut varier selon le type de revenu? Il existe un certain nombre de déductions et de crédits d'impôt qui vont vous permettre de diminuer l'impôt à payer. Comment un régime comme le CELI ainsi que le REER peut vous permettre de payer moins d'impôts? Et comment produire votre déclaration de revenus pour éviter des problèmes par la suite. Ici, on présente une petite capsule pour nous introduire le vif du sujet. Donc, pourquoi travailler si je dois donner la moitié de mon salaire en impôts? Je paye des impôts pour obtenir des services collectifs dont j'ai besoin. Donc, dans cette section, on va expliquer quel est le montant versé au gouvernement à titre de revenu, à titre d'impôt sur le revenu et à quoi va servir cet impôt-là. Quelles sont les taxes que nous payons le plus souvent en tant que contribuables et quels sont vos droits et vos responsabilités en tant que contribuable. Ici, on a un petit graphique qui représente les revenus de l'État. Les revenus de l'État proviennent à plus de 50% de nos impôts sur notre revenu. Plus d'un quart, un petit peu moins plutôt, qu'un quart de pourcent va provenir des taxes à la consommation. Ensuite, on a les impôts fonciers, les cotisations de sécurité sociale, les droits de douane, les taxes sur les services de santé et les autres taxes. Tous ces montants-là retournent au gouvernement et par la suite, le gouvernement nous les redonne sous forme de services collectifs. Quelles sont les taxes que vous payez? Les taxes sur l'impôt sur le revenu, les taxes de vente, taxes municipales et scolaires, les droits de douane. On paye au niveau du régime d'assurance emploi, régime de pension du Canada ou la Régie des rentes du Québec. Pour les résidents du Québec, on paye aussi le RRQ, régime pour le parental. Et on a aussi les taxes de santé et les autres taxes. En tant que contribuable, on a des droits et on a aussi des responsabilités. Conformément au régime d'autocotisation, vous devez, premièrement, produire une déclaration de revenus au plus tard à la date d'échéance. Date d'échéance, on parle du 30 avril. Vous avez le droit de payer le bon montant d'impôt, de fournir à l'Agence du revenu du Canada les renseignements nécessaires pour fixer avec exactitude votre cotisation d'impôt. Et aussi, vous avez le droit d'obtenir de l'aide à tout moment de la part de l'Agence du revenu du Canada. Vous pouvez aller directement sur leur site, le site de l'agence, et aussi, vous pouvez leur téléphoner à tout moment. Je vous donne le numéro de téléphone. Alors, c'est le 1-800-959-7383. Vous avez aussi des droits en vertu de la Charte des droits et d'équité du contribuable. Et l'Ombudsman des contributions mène à des examens indépendants pour vous protéger au niveau de vos droits. Résumé de cette première section. Donc, les résidents du Canada doivent payer différentes taxes. Les taxes financent les programmes et les services collectifs. Les contribuables ont le droit de comprendre le système d'impôt, de ne payer que le montant d'impôt exigé par la loi
et d'être traités de façon équitable. Le contribuable a aussi des responsabilités, la responsabilité de déclarer leurs revenus et de payer leur impôt à temps et doivent le faire avec exactitude et honnêteté. Prochaine capsule pour nous amener à la prochaine section, donc sur l'impôt sur le revenu. Moins de revenus, moins d'impôts, plus de revenus, plus d'impôts. Alors, on le sait, hein, plus notre revenu est élevé, évidemment, plus on va payer d'impôts. Mais c'est quoi exactement le revenu? L'impôt sur le revenu. Dans cette section, on va expliquer comment le régime fiscal du Canada traite divers types de revenus, comment l'imposition du revenu de placement diffère de celui du revenu d'emploi, parce qu'il y a vraiment une distinction à faire entre le revenu d'emploi et le revenu de placement qu'on va voir tout à l'heure. Et il existe certains types de revenus qui ne sont pas imposables. Le système canadien de l'impôt sur le revenu. Les gouvernements perçoivent de l'impôt sur le revenu si le revenu dépasse un montant minimum. La plupart des personnes qui payent de l'impôt vont le payer au gouvernement fédéral, au gouvernement de leur province ou territoire. En temps normal, les provinces ont leur propre politique fiscale. La plupart utilisent le système fédéral pour percevoir l'impôt. Il y a seulement au Québec qu'on est différent des autres provinces. Alors, le Québec, il faut vraiment faire un rapport d'impôt distinct, donc celui du fédéral et celui du provincial pour la perception de l'impôt. Les contribuables déclarent leur revenu pour demander soit un remboursement ou des prestations. Qu'est-ce que le revenu d'emploi? Donc, c'est tout l'argent et les avantages reçus lorsque vous travaillez pour un employeur. C'est votre revenu d'emploi. Les prestations d'assurance emploi et d'invalidité sont imposées comme s'il s'agissait d'un revenu d'emploi. Et on a aussi, en tant que militant, vous avez des avantages au niveau de Brookfield et ces avantages-là sont imposables à titre de revenu d'emploi. Prochain type de revenu, donc revenu d'un travailleur indépendant. Ici, on parle d'un travailleur autonome. Donc, c'est le revenu net obtenu en travaillant à votre compte, soit en exploitant une entreprise ou en exerçant une activité commerciale. Sur votre revenu total que vous avez reçu durant l'année, on doit soustraire vos dépenses que vous avez effectuées pour travailler à votre compte. Votre revenu net moins vos dépenses va vous donner votre revenu sur lequel vous allez être imposé. Habituellement, l'impôt d'un travailleur autonome, il est payé soit par versement ou une fois par mois ou par trimestre. Ce qui est très important, c'est de conserver votre relevé de vos revenus et de vos dépenses. Le gouvernement fait souvent des vérifications. Ils veulent vérifier vos dépenses parce qu'en temps normal, les impôts sont envoyés directement par Internet, donc vous n'avez pas d'affaire à envoyer vos feuillets. Donc, durant l'année ou les années, le gouvernement demande des vérifications, donc le montant de vos dépenses. Si toutefois, vous n'avez pas votre reçu pour justifier une dépense, bien, le gouvernement va simplement la refuser et va vous charger des intérêts sur le montant que vous leur devez. On continue. Donc, il existe aussi d'autres types de revenus. Des revenus de placement. Donc, on a les revenus d'intérêt. Les intérêts, donc c'est le rendement que vous faites sur vos placements. Ce montant d'intérêt-là est imposable à 100 %. Ensuite, on a le revenu de location, qui est tiré d'une entreprise consistant à la location d'une propriété. Vous avez un immeuble à revenu et vous retirez un revenu de vos logements. Sur ce montant des revenus de logement-là, vous pouvez déduire vos dépenses un peu comme le travailleur autonome. Ensuite, on a le revenu de dividende, qui est un bénéfice que la société verse à leurs actionnaires. Ce montant-là, il est rajouté directement sur un relevé qui est distinct. Ensuite, au niveau revenu de placement, on a les profits tirés de la vente d'un bien, donc un bien en capital. Seule la moitié des gains en capital est imposée et l'impôt est payé uniquement lorsque le bien est vendu. Ici, je vous donne un exemple. Si vous avez un chalet que vous avez acheté initialement à 75 000 et qu'aujourd'hui, vous le vendez 100 000, donc vous avez un gain de 25 000. Ce
qui va être imposable, c'est la moitié du gain, donc un 12 500, sur lequel vous devez le rajouter à votre revenu de l'année. Il existe aussi les revenus de pension, donc ceux qui sont pensionnés. Donc, la plupart des revenus de pension et les autres types de revenus sont imposables, à même titre qu'un salaire. Toutefois, il existe des exemptions en raison de l'âge ou d'une indemnité qui met une partie de votre revenu à l'abri de l'impôt. Le revenu de retraite peut provenir du régime de pension du Canada ou la Régie des rentes du Québec, qui peut être fractionné avec votre conjoint. Donc, le fractionnement de pension, ce qui veut dire que vous en transférez jusqu'à 50% du montant à votre conjoint, ce qui permet de faire baisser votre revenu. Certaines prestations sociales, eux, ne sont pas imposables, comme le crédit pour la TVH, le supplément de revenu garanti, donc non imposable. Ici, on voit taux d'imposition au niveau de l'impôt des particuliers pour le fédéral. Donc, si vous gagnez, par exemple, un revenu qui est inférieur à 44 701, on va vous charger 15 d'impôt. Si votre revenu est entre 44 701 et 89 401, vous allez payer 22 d'impôt, et ainsi de suite. Pour le Québec, donc, il y a d'autres braquettes d'impôt. Donc, vous avez le lien que vous pouvez aller chercher directement sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Il y a une distinction à faire entre le taux d'imposition moyen et le taux d'imposition marginal. Le taux d'imposition moyen, c'est l'impôt total que vous payez par rapport au revenu imposable total. Le taux d'imposition marginal, lui, c'est l'impôt que vous payez lorsque vous gagnez un revenu supplémentaire. Donc, le taux d'imposition appliqué au dollar supplémentaire gagné. Taux d'imposition fédéral et provincial territorial selon votre nouvelle tranche de revenus. Le résumé de cette partie-là, donc, différents types de revenus peuvent être imposés à des taux différents ou ne pas être imposés du tout. Vous payez de l'impôt sur votre revenu imposable, c'est-à-dire que c'est votre revenu total moins les déductions et vous avez aussi des exemptions qui sont permises. Dans un système d'impôt progressif, les personnes ayant un revenu peu élevé vont être assujetties à un taux d'imposition moins élevé. Et l'inverse, quelqu'un qui a un revenu plus élevé va avoir un taux d'imposition beaucoup plus élevé. Prochaine capsule qui nous mène à des moyens pour réduire l'impôt. Donc, dans l'extrait, ce qu'on voit, c'est que déposer mon montant dans un REER, ça réduira l'impôt que je dois payer cette année. Donc, si je cotise à mon REER, ça va faire baisser mon revenu. Donc, les déductions. Les moyens pour réduire votre impôt. Cette section va expliquer les montants que les personnes appartenant à certains groupes peuvent soustraire du revenu qu'elles déclarent. Comment les régimes enregistrés d'épargne peuvent vous permettre à mettre une partie de votre revenu à l'abri de l'impôt. Quels sont les crédits qui peuvent être utilisés pour réduire l'impôt que vous devez payer? Déduction sur le revenu. L'impôt sur le revenu est établi selon le revenu imposable et non le revenu total. Donc, il y a une distinction à faire entre les deux. Tout à l'heure, j'ai parlé du revenu total, votre revenu d'emploi, travailleur autonome, les intérêts sur les placements, les gains en capital. Donc, on prend le montant de votre revenu total sous lequel on va faire certaines déductions de votre revenu pour arriver à votre revenu imposable sur lequel vous allez devoir payer de l'impôt. Lorsque vous demandez des déductions, vous pouvez faire baisser votre revenu imposable ou faire baisser votre impôt sur le revenu. Le revenu imposable sert également à calculer certaines prestations. Donc, le revenu imposable moins élevé peut faire augmenter vos prestations. Plus mon revenu est élevé, souvent, moins j'ai de possibilités d'avoir de prestations. Plus mon revenu est bas, plus j'ai des possibilités d'avoir des prestations supplémentaires du gouvernement. Quelques déductions importantes. Ici, on a un exemple d'un rapport d'impôt. Donc, à la ligne 150, c'est le revenu net. Donc, le total de tous les revenus que vous avez gagnés durant l'année. Sur ces revenus-là,
On peut déduire, entre autres, le fonds de pension que vous avez payé avec votre employeur, vos cotisations REER. Vous pouvez déduire les frais de garde d'enfants. Évidemment, au niveau des frais de garde, ça se met automatiquement au plus petit revenu des deux. Frais de déménagement, frais financiers. Donc, tous les frais que vous voyez ici, vous pouvez les déduire de votre revenu pour arriver à votre revenu total qui va être imposable, sur lequel on va calculer les impôts que vous devez payer. Le REER, tantôt on a dit que le REER, on pouvait le déduire de votre revenu. C'est une déduction. Le REER, ça diffère l'impôt sur le montant de la contribution et le revenu que le montant rapporte jusqu'à ce qu'il soit retiré. Ce que ça veut dire, un REER, c'est de l'argent, c'est de l'impôt différé dans le temps. Donc, quand on cotise un REER, on vient faire baisser notre revenu. Le gouvernement va nous redonner les impôts qu'on a payés dessus. En temps normal, quand on cotise un REER, on prend de l'argent dans le compte bancaire. Notre compte bancaire a déjà été imposé. Donc, l'argent que j'ai dans mon compte, c'est un revenu qui est net. Si je cotise un REER, c'est de l'argent qui est brut. Donc, le gouvernement va me redonner les impôts que j'ai payés dessus sur mon rapport d'impôt en fonction de mon taux d'imposition cette année-là. Exemple, si j'ai un revenu de 60 000, mon taux d'imposition est à 38,4 %. Si je cotise 1 000 $, donc ça va être 1000 fois 38,4. Donc, je vais avoir un retour d'impôt de 384 grâce à mon 1 000 $ que j'ai cotisé dans mes REER. Évidemment, chaque personne a un maximum qu'il peut mettre dans un REER. Le maximum se retrouve sous votre avis de cotisation que vous recevez à chaque année du gouvernement fédéral. Le maximum, c'est toujours 18 % de votre revenu gagné l'année antérieure. Il y a un maximum qui est fixé pour 2015 à 24 930. Donc, vous pouvez vérifier à chaque année quand vous faites votre rapport d'impôt, vous avez un retour ou un solde du gouvernement, vous avez une lettre de l'ARC qui vous dit votre avis de cotisation, le maximum que vous pouvez cotiser dans votre REER. Très important de ne pas dépasser ce maximum-là. Vous pouvez, par exemple, dépasser jusqu'à 2 000 votre maximum, mais pas plus. Si vous dépassez plus que 2 000, à ce moment-là, vous allez devoir payer des intérêts au gouvernement. Quand je cotise dans mon REER, je peux le cotiser dans différents types de placements, comme dans des comptes d'épargne, dans des CPG, qui est un certificat de placement garanti. Je peux l'investir au niveau des obligations, des fonds communs de placement, les fonds mutuels, ou des actions cotées en bourse. Si je retire mon REER, donc là, je vais faire le chemin inverse. Je vais payer de l'impôt dessus, mais en fonction de mon revenu de cette année-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que souvent, le REER va être pour la retraite. En temps normal, à la retraite, mon revenu est moins élevé. Donc, j'ai moins d'impôts à payer sur mon retraite. Si j'ai un revenu de 30 000, je suis imposée à 28,5. Donc, si je retire mon fameux 1 000 $ de mon exemple de tout à l'heure, je vais payer 1000 fois 28,5 %, donc 285 $. Donc, c'est l'avantage vraiment du REER. Aussi, au niveau du REER, le gouvernement, donc c'est un programme qui est émis par l'Agence du revenu du Canada, le gouvernement fédéral, qui nous permet, en cours de notre vie, de retirer une partie de nos REER sans payer d'impôts. Et une manière qu'on peut le faire, c'est soit par le RAP, lorsque vous achetez votre première maison, régime d'accession à la propriété, ou pour retourner aux études. Si je retire mon argent pour l'achat d'une maison, le maximum que je peux retirer de mes REER, c'est 25 000. Le gouvernement, dans le fond, me permet de retirer 25 000 de mes REER, le transférer dans mon compte bancaire sans payer d'impôts. Cependant, le gouvernement, ce qu'il veut, c'est que vous le remettiez dans le REER. Donc, il vous donne 15 ans pour le remettre. Donc, vous devez rembourser par la suite un 15e par année dans votre REER pour rembourser votre RAP. Pour le programme d'études, le maximum de retrait pour retourner aux études, c'est 20 000 et les remboursements se font sur une période de 10 ans, donc le 1/10 par année. Si toutefois vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez simplement aller sur le site de l'arc.gc.ca. Toute l'information s'y trouve. Ensuite,
Le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, nouveau programme du gouvernement fédéral qui a été émis en 2009, qui nous permet de mettre de l'argent de côté, de le placer, et la partie qui est libre d'impôt, c'est l'intérêt que je fais dessus. Donc, ça va être l'intérêt que je fais dessus ne sera pas imposable. Vous pouvez cotiser jusqu'à un maximum de 5 500 par année. Ce montant-là est cumulatif depuis 2009. Donc, en 2016, le maximum qu'on peut investir dans un CELI, si en 2009, évidemment, on avait 18 ans et plus, c'est un montant de 46 500. Et ce montant-là va augmenter à chaque année, toujours à partir du 1er janvier de chaque année. Comme le REER, le CELI peut être investi dans les mêmes types de placements que j'ai énumérés tout à l'heure, donc compte d'épargne, CPG, certificat de placement garanti, dans des obligations, dans des fonds de placement, fonds mutuels, et les actions cotées en bourse. Pour plus d'informations, simplement aller sur le site de celi.gc.ca. Il existe aussi d'autres régimes, dont le régime enregistré d'épargne études, qu'on appelle le REE. C'est un épargne pour financer les études d'un enfant après l'école secondaire. Donc, on parle ici d'études postsecondaires, après le secondaire 5, donc cégep, université, diplôme d'études professionnelles. L'avantage de ce régime-là, c'est que les cotisations que vous faites, évidemment, ne sont pas déductibles d'impôt, donc on ne le rajoute pas comme un REER sur l'impôt, mais l'intérêt, vous avez le droit, vous faites de l'intérêt sur votre placement, et vous avez aussi le droit à des subventions du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Le montant que vous avez placé lorsque votre enfant est rendu à l'âge de commencer à les retirer, donc le montant que vous avez mis de côté, si vous le retirez, il n'y a aucun impact sur votre rapport d'impôt, donc ce n'est pas inclus dans vos revenus. La seule chose, c'est que le revenu, l'intérêt que ça le produit et la subvention versée par le gouvernement, ce montant-là va être imposable sur l'enfant. En temps normal, l'enfant qui est aux études à temps plein ou à temps partiel peut avoir un emploi d'été ou un emploi à temps partiel, donc un faible revenu. Donc, si on rajoute le revenu d'intérêt et de subvention à son revenu d'emploi, il va avoir un revenu très faible pareil, donc pratiquement pas d'impôt à payer. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de cibleétudes.ca. Au niveau, vous pouvez le retrouver au niveau de Revenu Québec. Autre régime qu'on entend un petit peu moins parler, c'est le régime enregistré d'épargne invalidité. Donc, important au moins de savoir qu'il existe. Donc, c'est de l'épargne en vue d'aider une personne handicapée. Les cotisations ne sont pas déductibles de l'impôt. Le revenu gagné n'est pas imposable jusqu'à temps qu'il soit retiré. Par la suite, le revenu est imposé à titre de revenu de la personne handicapée, qui est en général à un taux moins élevé, et ça donnera à des subventions au niveau du Canada. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site rhdcc.gc.ca. Crédit non remboursable. Il existe deux types de crédits, le crédit remboursable et le crédit non remboursable. Pour le crédit remboursable, c'est un montant qui vous est versé si vous y avez le droit. Donc, crédit d'impôt remboursable au niveau du fédéral, je vous donne des exemples, comme la prestation fiscale canadienne pour enfants, crédit d'impôt pour la TPS-TVH, prestation fiscale pour le revenu du travail. Ce montant-là, ça peut être réduit tout dépendant de votre revenu imposable. Donc, souvent, le gouvernement fédéral vous donne une prestation pour les enfants. Hein? Vous avez droit à un montant en fonction de votre revenu imposable. Plus votre revenu est faible, plus le montant des prestations va être élevé. Et plus votre revenu imposable est élevé, moins les prestations vont être élevées. Le gouvernement, mais ce montant-là n'est pas imposable. Vous recevez aussi la PUJ, prestation universelle pour garde d'enfants. Pour les enfants de moins de 6 ans, vous recevez un montant de 160 $ par mois par enfant. Puis les enfants entre 6 ans et 18 ans ont un montant de 60 $ par mois. Ce montant-là, lui, par exemple, est imposable, donc il est rajouté à vos revenus. Pour les crédits remboursables, vous devez remplir certaines conditions pour avoir droit à ce crédit-là.
Crédit d'impôt non remboursable. Donc, c'est un montant qui contribue à faire réduire l'impôt que vous devez payer. Calculer l'impôt exigible sur le revenu imposable. On ajoute à ce montant-là tous les crédits d'impôt disponibles et on soustrait le pourcentage permis des crédits d'impôt du revenu imposable. Donc, ça paraît compliqué. Je vais vous l'expliquer davantage. Qu'est-ce qu'un crédit non remboursable? Ils disent non remboursable parce que ça ne vient pas faire baisser votre impôt à payer. Ça va venir baisser l'impôt que vous devez. Je donne un exemple. Vous avez un revenu imposable de 39 000. Sur un montant de 39 000, vous devez payer 5 850 d'impôts. Sauf que vous avez droit à des crédits non remboursables. Crédits non remboursables, par exemple, vous avez un total de crédits non remboursables de 11 138. On va chercher 15 de ces crédits-là. 15 de 11 138, c'est 1 670 et 70. Donc, ça, c'est un montant de crédit non remboursable-là. On va venir le déduire de l'impôt que vous devez payer sur votre revenu. Donc, on va faire 5 850, le montant d'impôt que vous devez payer, moins vos crédits de 1 670 et 70. Donc, vous aurez de l'impôt à payer au montant de 4 179 et 30. Là, maintenant, je vous donne l'annexe 1 du fédéral qui nous montre les types de crédits non remboursables que vous pouvez demander. Chaque personne, chaque contribuable a un montant de base identique de 11 327 $. Sur ce montant-là, je ne les énumérerai pas au complet parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vous énumérer les principaux. Vous pouvez demander un crédit pour les enfants. Donc, pour les enfants, c'est un montant de 2 093 que vous pouvez demander. Ensuite, vous avez, si vous avez un prêt étudiant, donc les prêts étudiants, vous pouvez le déduire du rapport d'impôt. Transport en commun, donc vous avez utilisé l'autobus, donc vous pouvez déduire. Très important de garder vos factures lorsque vous avez acheté votre passe pour l'autobus. Donc, on peut les comptabiliser et les inscrire au niveau du rapport d'impôt. Vous êtes retraité, donc vous avez un revenu de pension, donc vous avez droit à un crédit de 2 000 $. Ensuite, vite, vous avez un handicap. À ce moment-là, vous avez droit à un crédit pour personnes handicapées. Vous avez un prêt étudiant, vous avez de l'intérêt à payer sur votre prêt étudiant, donc vous pouvez les déduire au niveau du rapport d'impôt. Donc, vous avez toute la liste des déductions que vous pouvez apporter. Donc, le total de ces crédits non remboursables-là, on va totaliser 15 de ce montant-là pour venir réduire l'impôt à payer. À la fin, lorsque vous finalisez votre rapport d'impôt, là, on voit l'impôt que vous devez payer, sur lequel on a soustrait les crédits non remboursables, pour arriver à votre solde dû ou à votre remboursement. Donc, si vous n'avez pas assez payé d'impôts durant l'année, vous allez avoir un solde dû. Si vous n'avez trop payé, à ce moment-là, vous allez avoir un remboursement. J'aimerais apporter une spécification au niveau des acomptes provisionnels. Acompte provisionnel, quelqu'un qui a payé de l'impôt d'avance durant l'année, donc va venir le rajouter à son montant d'impôt. Donc, il va avoir ce montant-là d'impôt à payer de moins durant l'année. Acompte provisionnel, ce que ça veut dire, c'est lorsque vous payez plus de 2 400 d'impôts durant l'année, le gouvernement va vous demander de payer un acompte provisionnel, donc prévoir les impôts pour l'année suivante. Donc, ils vont vous demander durant l'année suivante de rembourser aux 3 mois un montant d'impôt pour prévoir l'impôt de l'année suivante. C'est ce qu'on appelle un acompte provisionnel. Ici, on a un sommaire, je m'excuse, il est en anglais, sommaire de l'impôt. Donc, vous avez tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On commence par le détail de toutes nos sources de revenus, le revenu d'emploi, revenu de pension, d'intérêt, donc pour arriver au total de revenus. Sur ce revenu total-là, on a des déductions, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les REER, le fonds de pension, les frais de garde.
Donc, on vient déduire notre revenu pour arriver à notre revenu imposable sur lequel on doit payer un montant d'impôt. Sur ce montant d'impôt-là, je peux déduire, vous retrouvez les crédits non remboursables qui est en haut à droite. Donc, le total de tous vos crédits qui va venir baisser l'impôt à payer pour arriver à l'impôt que vous devez ou que vous allez recevoir parce que vous avez trop payé d'impôt. Donc, c'était le sommaire au niveau de l'impôt. Le résumé de la section qu'on vient de voir, c'est que le régime fiscal du Canada offre plusieurs déductions et des crédits d'impôt. Vous pouvez tout trouver l'information directement sur le site du gouvernement. Donc, je vous suggère fortement d'aller vérifier ou de vous informer pour savoir toutes les déductions, tous les crédits que vous pouvez mettre sur votre rapport d'impôt pour éviter de payer de l'impôt. Les déductions et les crédits d'impôt applicables vont varier en fonction de votre situation familiale et financière. Lisez le guide de l'impôt sur le revenu ou consultez un expert pour savoir si vous y avez le droit. Prochaine capsule pour nous apporter à un nouveau sujet, donc préparation de votre déclaration de revenus. J'avais vraiment l'intention de préparer ma déclaration de revenus tôt cette année. Donc, on va parler de la préparation de nos rapports d'impôt. Dans cette section, comment bien organiser nos documents fiscaux pour qu'ils soient plus faciles à être utilisés, comment éviter les problèmes de l'Agence du revenu du Canada, comment profiter des services d'un expert en impôt et finalement, comment repérer la fraude liée à l'impôt et essayer de l'éviter. Organiser nos documents d'impôt. Des fois, c'est un vrai casse-tête, mais quand on met de l'ordre dans nos affaires, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de préparer un dossier où vous pouvez mettre tous les documents fiscaux de tous les membres de votre famille. Créez-vous une section pour chaque membre de la famille. Faites-vous des sous-sections par année pour les années précédentes, allant des copies d'anciens documents. Faites-vous une section pour l'année courante, documents de l'année, et ensuite aussi faire un dossier séparé si vous avez des documents pour une entreprise, pour vraiment distinguer particulier et entreprise. Classez les documents reçus tout au long de l'année, donc c'est-à-dire pour les montants que vous avez reçus selon vos revenus, des reçus pour les dépenses déductibles, les dépenses personnelles, vos placements et les documents pour les autres dépenses. Utilisez les documents de la sous-section de l'année courante pour préparer votre déclaration de revenus. Donc, au début de chaque année, recommencez à mettre les documents qui serviront à produire la prochaine déclaration de revenus dans la sous-section de l'année courante. Donc, quand nos documents sont bien rangés, c'est facile de sortir la filière, la fiche, puis d'avoir tous nos documents. Donc, on est sûr de ne pas rien avoir perdu. Pénalité et vérification. Donc, impôt payé au plus tard le 30 avril de chaque année. Si vous dépassez le 30 avril pour transmettre et payer votre solde si c'est le cas, donc vous allez avoir des impôts à payer. Pénalités et frais d'intérêt pour les déclarations de revenus présentés en retard, ce que je viens d'expliquer. Même si vous n'avez pas d'impôt à payer, vous devez pareil faire un rapport d'impôt parce que vous allez peut-être pouvoir demander certains remboursements auxquels vous avez droit. Vous pouvez demander un allègement pour des raisons indépendantes de votre volonté. Si vous avez un solde dû au gouvernement et vous n'êtes pas en mesure de le payer en totalité, ce que je vous suggère, c'est de téléphoner et de prendre entente directement avec eux autres. Si vous ne le faites pas et que vous ne les payez pas, vous pourriez avoir des surprises comme des saisies de paye. Si vous prenez entente, votre dossier va rester conforme. Donc, très important. Et aussi important, vos documents, de les garder pendant au moins 7 ans. Parce que le gouvernement fait des vérifications, pas juste de l'année courante, mais des années antérieures. Donc, s'il vous demande des vérifications sur certaines dépenses, certains revenus, certaines déductions, donc il faut que vous soyez capable de leur fournir. Si vous n'êtes pas capable de les fournir parce que vous les avez plus, à ce moment-là, ils vont vous retirer ces crédits-là et ils vont vous charger des impôts et intérêts et pénalités. Prévention de la fraude. Je fais des placements. Donc, avant d'effectuer mon placement,
c'est important que je vérifie si le conseiller est inscrit auprès d'un organisme qui est réglementaire au niveau des valeurs mobilières. Il faut que je sois capable de lire et de comprendre les documents concernant le placement. Au niveau des dons, les dons sont déductibles, mais il y a certains organismes de bienfaisance qui n'existent pas auprès de l'Agence du revenu du Canada. Donc, je vous suggère, si vous avez un don à faire, d'aller directement sur le site web de l'Agence du revenu du Canada et de vérifier si l'organisme de bienfaisance existe vraiment et bien enregistré au niveau de l'ARC. Si ce n'est pas le cas, puis vous avez demandé un crédit pour don, le gouvernement va vous le refuser. Faux courriel semblant provenir d'un bureau fiscal. Ne répondez jamais aux demandes de renseignements personnels par courriel ou sur un répondeur par téléphone. Très important de savoir que l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec n'envoient jamais aucun courriel ni téléphone aux contribuables. Tout se fait vraiment par la poste. Ils vous envoient vraiment des documents par la poste. Donc, faux courriel, c'est vraiment frauduleux, donc n'ouvrez même pas. Logiciel d'impôt. Maintenant, vous pouvez facilement remplir tous les formulaires d'impôt directement sur votre ordinateur avec les logiciels. Habituellement, les logiciels sont très simples. Ils vous posent des questions, puis ils vous amènent à certains crédits, puis vous répondez, puis vous suivez la logique simplement du logiciel. Avec le logiciel, ce qui est le fun, c'est qu'on l'envoie directement électroniquement par transmission Internet. Donc, vous n'avez plus d'affaires à envoyer vos documents papier avec tous vos revenus, vos déductions. Donc, tout se fait par Internet. Vous avez le site Internet que vous pouvez aller chercher un impôt offert gratuitement par l'Agence du revenu du Canada. Donc, vous avez le site là en bas de la page. Résumé de cette section-ci. Donc, préparez-vous d'avance à compléter vos déclarations de revenus. Évitez de payer des pénalités pour une production tardive, donc après le 30 avril. Organisez vos finances pour réduire votre impôt au minimum. Utilisez un système de classement de vos documents fiscaux reçus tout au long de l'année. Il existe des logiciels d'impôt pour vous aider à préparer et à transmettre votre déclaration de revenus. Et les conseils de notre professionnel, des fois, peuvent vous aider à épargner du temps et de l'argent. Épargner de l'argent, c'est quoi? C'est économiser de l'argent. C'est important, dans le fond, au niveau d'un plan financier. Mettre de l'argent de côté chaque mois, ça va vous aider à vous préparer en cas d'urgence. Ça va vous libérer de vos dettes et ça va vous permettre d'atteindre enfin votre liberté financière. À la financière CCIB, on offre un nouveau placement qui est le régime d'épargne des Forces armées canadiennes. Alors, c'est conçu pour les militaires. Ça vous propose d'investir votre argent directement dans un CELI, dans un REER, dans un compte non enregistré. C'est une solution de placement qui est très simple, qui est prise directement sur votre paye par délégation de solde. Donc, vous avez accès à une expertise en gestion financière et les frais sont inférieurs à l'industrie en général. Nos solutions financières, donc la financière CCIB, on est là pour vous aider. On a des solutions pour les assurances, les investissements, l'épargne et on est là aussi pour vous donner des conseils. Vous avez toutes les filiales avec qui on fait affaire pour vous donner des solutions adéquates pour vous en tant que solution financière. Nous existons, nous sommes là pour s'occuper de votre santé financière. N'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par téléphone ou soit par notre site Internet. Notre site Internet, www.cecip.com. Pour nous rejoindre directement à la CCIB, le numéro de téléphone sans frais, c'est le 1-800-267-66-81. J'espère que vous avez apprécié la présentation et que vous allez vous sentir à l'aise pour produire votre déclaration, que vous allez suivre mes conseils et de mettre tous vos documents dans une filière pour le prochain rapport d'impôt. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci.